échoué, magicien. Toutes les bonnes chaînes YouTube vont s'effondrer. Courage, Musty. Courage pour nos amis. Formez les rangs, Vermine. Formez les rangs. Les youtubeuses beautés devant et les haters derrière. Un player, mène ton Spartan par-delà tous les halos. Kima, prépare-nous tes plus beaux combos. Jax, éclate-toi sur tes let's play comme le Yas. En avant! Ne craignez aucun pouce rouge. Debout! Debout, cavalier de la commu! Les jeux seront finis. Les pattes voleront en éclats. Une journée à liker. 100 pouces rouges avant que le soleil ne se lève. Quoi qu'il se passe, Musty, continue tes let's play. Sarel et Ojo veilleront sur toi. Abonne-toi. Mets la cloche. N'oublie pas de commenter. Et pause. 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 Pour la communauté. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle rétrostory. Une rétrostory un petit peu particulière, ça va être un petit peu plus académique, mais ne partez pas, vous allez apprendre des trucs. Nous n'allons pas parler de jeux vidéo au sens strict du terme, mais plutôt de deux écrivains qui font partie d'un cercle, sans qui la littérature, la culture et forcément le monde du jeu vidéo n'auraient vraiment pas le même visage aujourd'hui. Le club Inklings, ce nom ne vous dit probablement rien. En fait, il ne s'agit ni plus ni moins que le collectif qui va révolutionner le style fantasy et le faire passer dans l'ère moderne. Les Inklings, ce nom n'est en rien le fruit du hasard, puisqu'il tire son nom d'une expression anglaise. To have an inkling of something. Merci, j'ai un bel accent, je sais. En fait, ça signifie avoir un léger soupçon. Mais aussi, inkling, il y a un jeu de mots avec le mot ink, qui signifie l'encre, mais aussi avec le mot link, qui signifie le lien. Il s'agit d'un cercle littéraire informel qui a été lié à l'université d'Oxford, selon un mode très apprécié des Anglais, le fameux club des gentlemen. Ses membres les plus connus sont Charles Williams, C.S. Lewis, et le dernier, je pense qu'il va vous dire quelque chose, J.R.R. Tolkien. En littérature, les Inklings défendent la valeur de la fiction narrative et apprécient tout particulièrement le genre fantastique. Les valeurs chrétiennes sont notablement présentes dans l'œuvre de plusieurs membres des Inklings,
mais il ne s'agit pas à proprement parler d'un club chrétien, et tous ses membres ne partagent pas la même foi. Selon Warren Lewis, qui était un des participants, les Inklings n'étaient pas à proprement parler ni un cercle, ni une société littéraire, mais quelque chose qui tenait de l'un et de l'autre. Il n'y avait ni règles, ni responsables, pas plus que de programmes ou d'élections formellement organisés. Bon, mais revenons un peu sur la création de ce groupe et surtout de ce qu'il a apporté à la pop culture. Les meilleurs ennemis. La postérité retiendra particulièrement Lewis et Tolkien, même si de nombreux auteurs, comme je l'ai dit, ont fréquenté ce cercle. Bien que la fantasy existait largement avant, avec par exemple les œuvres de Lovecraft et son fameux mythe de Cthulhu, ou encore avec les aventures de Conan le Barbare, on peut aisément dire que les Inklings, et plus particulièrement Tolkien, ont largement participé à la démocratisation de ce genre. Ils l'ont modernisé pour se rapprocher de ce qu'on connaît aujourd'hui. Le grand public connaît un petit peu moins Clive Staple Lewis, ou C.S. Lewis pour les intimes. Pour ceux qui ne le connaissaient pas du tout, ils l'ont certainement découvert le 8 décembre 2005, date de la sortie du premier épisode des Chroniques de Narnia. Au-delà de la Manche, il est très connu non seulement pour Narnia, mais aussi pour son rôle de porte-parole de la foi chrétienne, mais on va y revenir. Les deux amis vont connaître des parcours assez similaires. En effet, ils sont tous les deux orphelins de mère et ils se retrouvent marqués tant bien l'un que l'autre par leur participation à la Première Guerre mondiale. Bon, ok, c'est pas les points communs les plus cool. Au-delà de ça, ils entament tous les deux des études universitaires à Oxford et ils deviendront tous les deux professeurs émérites. Mais les Inklings, ce n'était pas seulement Lewis et Tolkien. Il y avait entre autres Charles Williams, qui était romancier et poète, ou encore le philosophe Owen Barfield. Ils avaient pris l'habitude de se retrouver plusieurs fois par semaine. Soit au Eagle and Child, un pub qui existe encore de nos jours et dont on peut voir un clin d'œil dans Le Seigneur des Anneaux, ou encore dans la chambre de Lewis au Magdalen College. Tout ça autour de leurs romans respectifs, déclamant leurs récits inventés entre deux cours, espérant ainsi une critique constructive de leurs collègues et amis. À cette époque, ils sont loin de se douter de leur destin. Crise de foi. Même si aujourd'hui on pourrait croire à tort que la religion et les romans de fantasy ne font pas spécialement bon ménage, il faut savoir que la religion va être une des pierres angulaires de leur relation, puisqu'elle va dans un premier temps les rapprocher avant de définitivement les éloigner. En effet, Tolkien est éduqué dans la religion catholique, ce qui va réconcilier Lewis avec sa foi chrétienne, né lui dans une maison qui pratiquait le protestantisme. Il va tellement être réconcilié avec sa foi qu'il va l'inclure au sein de ses romans, devenant le défenseur de cette religion encore marginale en Angleterre. Tolkien, lui de son côté, ne mêle pas du tout ses récits et sa foi, réfutant toute allégorie religieuse. Ainsi, à la moitié de sa vie, Lewis se donne l'opportunité d'explorer une partie plus imaginative et poétique de son esprit, qu'il traduit dans une allégorie chrétienne hors norme, destinée aux plus jeunes. Le monde de Narnia est né. Pourtant, en 1949, lorsque Lewis lit à Tolkien quelques pages de ce récit inspiré d'une série de rêves qu'il a fait au cours de l'année, l'accueil est glacial. L'histoire mettant en scène un groupe d'enfants, une armoire magique et un lion est jugée hasardeuse et pas assez consistante. Lewis ne s'offusque pas pour autant. Chez les Inklings, la censure n'a pas sa place et l'on dit sincèrement ce que l'on pense de l'œuvre de ses camarades. Néanmoins, le monde de Narnia ne sera jamais plus discuté lors des réunions du cercle littéraire. Entre 1950 et 1956, les différents tomes du monde de Narnia sont publiés à Londres, presque en même temps que Le Seigneur des Anneaux. Bien que sa relation avec Tolkien s'étiole au fil des ans, Lewis gardera en tête sa critique du monde de Narnia et en étoffera toujours l'univers jusqu'à le rendre plus consistant, devenant ainsi un incontournable de la littérature enfantine. La preuve que les conversations à cœur ouvert de ce groupe informel ont porté leurs fruits, et ce, bien au-delà de ce qu'avaient espéré ses initiateurs.
le statut de défenseur de la foi catholique va octroyer à Lewis une popularité notable qui va lui permettre de publier des dizaines de récits et d'essais. Tolkien, lui, de son côté, ne va publier uniquement que 2 récits de son vivant. Et c'est là que l'expression « c'est la qualité et non la quantité qui compte » prend tout son sens. Le poids de la guerre. Dans un trou vivait un hobbit. Ce sont les premiers mots d'un des livres les plus importants de la fantasy. Pendant qu'il écrit ces lignes, Tolkien est en France, en Picardie plus précisément. Le 1er juillet 1916, la bataille de la Somme débute. Ce sera un bain de sang. Avant la tombée du jour, 19 240 soldats britanniques étaient morts. Ce jour est encore aujourd'hui le jour le plus meurtrier de l'histoire militaire britannique. John Ronald Reuel Tolkien, alors âgé de 24 ans, est officier des transmissions et vient de débarquer dans ce conflit qui le marquera à jamais. Les descriptions des scènes de bataille dans Le Seigneur des Anneaux sont largement inspirées des sinistres souvenirs des tranchées. Il est aussi fort probable qu'il ait vu les premiers chars d'assaut arriver. Il est clair que, selon moi, il compare ainsi les orques et leurs machines de guerre à l'arrivée de l'industrialisation des conflits. C'est assez flagrant quand on voit le passage du gouffre de Helm, par exemple. L'héroïsme des personnages de Tolkien se traduit par leur capacité à résister au mal dans leur quête inlassable de la victoire. Les hobbits, personnages inventés par l'écrivain britannique, représentent les soldats anglais qui, sous le feu ennemi, ont fait preuve d'une bravoure sans égale. Tolkien ne s'est pas servi des mythes pour fuir le monde réel, mais pour révéler le caractère héroïque des combattants de la Somme. Son travail est sans doute le plus bel hommage qui puisse être rendu à cette bataille. Écrire pour ceux qu'on aime. Tolkien invente des histoires pour ses enfants. À titre d'exemple, il va écrire Roverandom pour consoler son fils qui a perdu un jouet. Il sera édité plus tard par Christopher Tolkien, son fils, à titre posthume. Rédigé par intermittence dans les années 20 et 30, Le Hobbit n'aura qu'une seule raison d'être, divertir ses jeunes enfants. Le Hobbit paraît le 21 septembre 1937 au Royaume-Uni. Tolkien y travaille depuis presque 20 ans. Ce sera une de ses marques de fabrique. Si ce n'est pas parfait, cela ne sort pas. Et ce sera encore pire avec Le Seigneur des Anneaux. Le Hobbit, édité presque par accident, a connu un immense succès auprès des enfants. Quand je dis édité par accident, c'est vraiment le cas puisque lorsque le manuscrit était toujours inachevé, il circulait chez les Inklings et il arriva chez un éditeur londonien, George Allen N. Unwin, qui va demander à Tolkien de finir son histoire, mais aussi de l'illustrer. Comme il ne sait pas très bien quoi faire après le récit du Hobbit, Tolkien décide de commencer cette nouvelle histoire, d'abord en dessinant une carte. Il faut savoir que l'imaginaire visuel est fondamental chez Tolkien. Mabel, sa mère, l'a sensibilisé très vite aux arts. Et doucement, son imaginaire s'impose dans ses dessins et aquarelles. Cela va petit à petit donner naissance à son univers, la Terre du Milieu. C'est cette Terre du Milieu que l'on va découvrir en tant que lecteur. Comme si Tolkien en était l'historien. Tolkien va même aller jusqu'à faire des croquis ou à dessiner le décor d'une telle scène sur le manuscrit même où il est en train d'écrire le chapitre. Puisque ses fils ont grandi avec, Tolkien écrit la suite du Hobbit comme étant un livre pour adultes. Mais il veut aussi poursuivre une autre œuvre commencée en 1916 à son retour des tranchées, le Silmarillion, une histoire en poésie et en prose. Le Silmarillion raconte en gros la genèse de la Terre du Milieu, expliquant la création de ce monde et l'exil des elfes dans les premiers âges. En fait, il faut savoir que l'histoire de l'anneau ne se situe qu'en 3018 et en 3019 du Troisième Âge. Cette suite sera la saga qui donnera ses lettres de noblesse à ce genre qu'est l'heroic fantasy. J'ai nommé Le Seigneur des Anneaux. Ce livre est pour Tolkien une sorte de monstre de réécriture d'un mythe personnel dans lequel il a mis une grande partie de sa vie et de son cœur. Quand Le Seigneur des Anneaux paraît en 1954, Tolkien a 62 ans. Il aura mis 17 ans à l'écrire, la nuit, sur ce qu'il appelle son temps volé. Le Seigneur des Anneaux commence à naître en 1937 et son fils Christopher a alors 13 ans.
c'est son auditeur privilégié. À l'époque, Christopher avait déjà relu les épreuves du Hobbit en cherchant les erreurs. En 1937, c'est à lui que le Seigneur des Anneaux va être envoyé par feuilleton, lorsqu'il commencera un apprentissage pour devenir pilote dans la Royal Air Force à 19 ans. Langue elfique, langue des Ents, noir parlé du Mordor, ou encore le parler nain. Autant de langues sont parlées, mais écrites aussi, dans son monde inventé. Il faut savoir que la création des langues est aussi à l'origine du Seigneur des Anneaux et d'une grande partie de la création littéraire de Tolkien. Depuis son enfance, Tolkien invente des langues. Personnellement, à son âge, moi je mangeais de la terre. Lui, il dessinait et créait véritablement un monde. Il aime inventer des langues, comme d'autres aiment composer des morceaux de musique. Très vite, quand il écrit Le Seigneur des Anneaux, les langues imaginaires servent à rendre singulier chaque peuple, avec une graphie, un vocabulaire, une grammaire, une prononciation qui évolue au fil des temps et en fonction des régions où sont parlées les langues. Tolkien veut nous faire oublier notre monde pour nous faire happer par le sien, dans lequel le merveilleux est présent mais discret. Rien n'est laissé au hasard. Il explique que le Seigneur des Anneaux lui a demandé une énergie considérable et qu'il y a mis toute sa vie. Au moment de la publication, c'est son cœur qu'il expose au public. Au final, comme tout artiste. Le Seigneur des Anneaux ne connaîtra le succès que 10 ans après sa parution, de l'autre côté de l'Atlantique, dans une version de poche pirate diffusée aux États-Unis. Il raconte, au-delà de l'aventure de l'anneau, l'histoire de peuples différents qui défendent leur liberté et qui luttent contre l'oppression de la guerre. Ce qui fait écho aux idéaux de beaucoup d'étudiants, et ce livre va au final devenir le livre d'une génération, et ainsi inspirer des mondes qui nous font aujourd'hui rêver, aussi bien manette en main que devant un livre ou notre écran.